Bonjour mes histocurieuses et mes histocurieux, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Contrôle H. Aujourd'hui, on va commencer notre épisode avec une date, celle de 1503. À cette date, un navigateur florentin revient d'un long voyage à l'autre bout de l'Atlantique. Dans ses récits de voyage, il emploie une expression qui va marquer l'histoire, celle de Novus Mundus, de Nouveau Monde. Ce navigateur, c'est Amerigo Vespucci, un navigateur qui commence sa série de voyages quelques années seulement après les premiers voyages de Christophe Colomb, et qui comprend que les terres qu'a effleurées son collègue génois ne sont pas des terres en Asie, mais des terres appartenant à un continent inconnu de l'Europe, qui sera nommé plus tard l'Amérique. Pour les Européens, quelque chose d'immense vient de se produire. Des terres encore inconnues surgissent soudainement à l'horizon. C'est un véritable nouveau monde. Mais cette expression pose une question étrange. Car si ce monde est nouveau, cela veut dire qu'avant lui, il existait déjà un monde connu, une représentation du monde dans l'esprit des hommes, une carte mentale de ce que l'on croyait être la Terre. Et là, les images qui nous viennent sont souvent les mêmes. On imagine des cartes maladroites, des océans remplis de monstres marins, des peuples étranges vivant aux confins de la planète, etc. On imagine aussi des hommes persuadés que la Terre était plate, vivant dans une sorte de brouillard géographique, où l'inconnu commençait juste derrière l'horizon. Bref, un monde à moitié réel, à moitié fantastique. Mais comme souvent en histoire, les choses sont un peu plus compliquées. Parce que non, les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas des explorateurs perdus dans une ignorance totale. Avant même le XVe siècle, on connaissait déjà une partie importante du monde. On commerçait avec des régions lointaines, on voyageait, on héritait des savoirs de l'Antiquité, et certains avaient même calculé la taille approximative de la Terre plus de 1000 ans avant Christophe Colomb. Alors pourquoi retrouve-t-on ces créatures étranges au bord des cartes ? Pourquoi représenter des peuples fantastiques ? Pourquoi placer certaines villes au centre du monde ? Est-ce simplement de l'ignorance ou bien une manière logique de donner du sens à ce que l'on connaît pas encore ? Aujourd'hui, nous allons remonter avant les grandes découvertes, dans un monde où les cartes ne servaient pas seulement à montrer la Terre, mais aussi à montrer comment on la comprenait. Le monde avant le XVe siècle, quand les légendes peuplaient les cartes, c'est ce qu'on va voir tout de suite, dans Contrôle H. Pour commencer, il faut déconstruire une idée reçue extrêmement répandue. Celle qu'avant Christophe Colomb, les Européens ne connaissaient presque rien du monde. On imagine souvent un continent isolé, tourné sur lui-même, où l'on avançait dans l'obscurité géographique avec une carte approximative dans une main et une peur assez irrationnelle dans l'autre. Bref, une Europe médiévale qui regarderait l'horizon comme une immense frontière vide. Pourtant, cette image est largement trompeuse. Lorsque Christophe Colomb prend la mer en 1492, il ne quitte pas un continent ignorant qui s'aventure au hasard vers l'inconnu. Il hérite au contraire de plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires d'observations, de voyages, de calculs et de textes savants. Son monde n'est pas vierge, il est déjà rempli de connaissances. Le problème n'étant pas la forme de la Terre, c'est plutôt ce qu'il y a dessus qui va poser problème. Car les Européens médiévaux ne partent pas de zéro, ils héritent d'une partie du savoir antique. Déjà, dans le monde grec, plusieurs savants cherchent à comprendre et à mesurer le monde qui les entoure. Et certains arrivent à des résultats assez impressionnants. L'un des premiers protagonistes de notre histoire, c'est Ératosthène, un savant grec. Nous sommes au IIIe siècle avant notre ère. Cet érudit grec dirige la grande bibliothèque d'Alexandrie, et il se pose une question assez simple. Quelle est la taille de la Terre ? Est-ce qu'on vit sur un tout petit caillou du cosmos ou sur une gigantesque roche ? Alors la plupart d'entre nous auraient probablement besoin d'un satellite, d'un GPS ou d'un minimum d'accès à Internet. Espèce de geek, va. Alors que le matos d'Ératosthène, il est beaucoup plus simple. Un bâton, du style bâton de bois de pèlerin avant l'heure, le soleil, la grosse boule jaune dans le ciel, et un peu de géométrie. En observant l'angle des rayons du soleil dans deux villes différentes, Alexandrie et Syène, l'actuelle Assouan en Égypte, il calcule une estimation de la circonférence terrestre. Alors son résultat n'est pas super exact, mais il est remarquablement proche de la réalité. Il trouve en effet un résultat d'environ 39 375 km, alors que la mesure exacte est de 40 075 km.
Autrement dit, plus de 1700 ans avant Christophe Colomb, certains savants savaient déjà que la Terre était sphérique, et possèdent même une idée relativement correcte de sa taille. Cela peut sembler surprenant aujourd'hui, parce qu'une autre idée reçue est particulièrement tenace, celle que les hommes du Moyen-Âge auraient cru que la Terre était plate. Alors cette image, elle est partout, dans les films, dans les manuels anciens, dans les caricatures historiques, on imagine souvent des marins terrifiés à l'idée de tomber au bord du monde. Sauf que cette histoire est largement une invention moderne. Les savants médiévaux européens savent généralement que la Terre est ronde. Dans les universités, dans les milieux religieux instruits et parmi les lettrés, la sphéricité terrestre n'est pas une invention révolutionnaire. Elle fait partie des connaissances héritées de l'Antiquité. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout le monde possède une compréhension précise de la géographie mondiale. Un paysan du XIIIe siècle n'a probablement pas une vision détaillée de la planète. Mais ce n'est pas vraiment différent d'aujourd'hui. Tout le monde n'est pas spécialiste en géographie ou en astronomie. Le Moyen-Âge n'est donc pas une période où l'on aurait oublié que la Terre est ronde. Le vrai problème est ailleurs. Si l'on connaît la forme générale de la planète, on ignore encore une partie importante de son contenu. Et ici entre en scène le second protagoniste de notre histoire, qui va avoir une influence considérable, y compris sur Christophe Colomb, Ptolémée. Au IIe siècle après Jésus-Christ, ce savant grec rédige un ouvrage majeur, la Géographie. C'est comme ça que ça s'appelle. Son ambition est immense. Il veut répertorier le monde connu, localiser les régions, les villes, les fleuves et les peuples, et surtout donner une méthode pour représenter tout cela sur une carte. Rien que ça, il est déter Ptolémée. Alors ça paraît un peu banal aujourd'hui, maintenant qu'on a le GPS, pourtant l'idée est révolutionnaire à l'époque. Ptolémée utilise des coordonnées, des systèmes proches de notre latitude et notre longitude. Il tente d'organiser l'espace selon une logique mathématique plutôt qu'à travers de simples descriptions. En quelque sorte, il essaye de construire une représentation cohérente du monde. Son œuvre ne disparaît pas totalement après l'Antiquité. Elle circule notamment dans le monde byzantin et dans le monde islamique avant d'être découverte et diffusée plus largement en Europe à la fin du Moyen-Âge. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, car cette géographie de Ptolémée contient aussi des erreurs. Le savant sous-estime notamment la taille réelle de la Terre et surestime l'étendue de l'Asie vers l'Est. Autrement dit, sur ces cartes, l'Asie paraît beaucoup plus proche de l'Europe qu'elle ne l'est réellement. Vous voyez peut-être où tout cela nous mène. Une Asie plus proche qu'elle l'est de l'Europe à l'Est, ça rappelle un peu les calculs de Christophe Colomb un peu plus tard. Et effectivement, plusieurs siècles plus tard, le Génois va s'appuyer en partie sur ces traditions géographiques. Il est persuadé qu'en naviguant vers l'ouest, il peut atteindre l'Asie plus rapidement. Et il a raison sur un point. La Terre est ronde. Il se trompe sur un autre. Il sous-estime énormément la distance à parcourir. Lui aussi. C'est dingue ça, ils font tous la même erreur. Sans l'existence inattendue d'un continent entre les deux, son expédition aurait probablement connu un destin bien différent. Mais les connaissances ne circulent pas uniquement dans les livres. Elles voyagent aussi avec les hommes. L'Europe médiévale n'est pas coupée du reste du monde. Elle est reliée à d'immenses réseaux commerciaux. Les routes méditerranéennes relient des ports et des villes très éloignées. Les marchandises circulent entre l'Europe, l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et l'Asie. Le monde islamique joue ici un rôle majeur. Il devient un immense intermédiaire entre plusieurs régions du monde. C'est un véritable hub, comme pourraient dire les géographes. Transit des marchandises d'une rive à l'autre, comme la soie, les épices, les métaux précieux, les tissus ou encore les produits rares. Mais avec ces objets circulent aussi des idées, des savoirs et des informations. C'est pour ça que certains parlent déjà d'une première mondialisation. Des marchands racontent ce qu'ils ont vu, des missionnaires traversent des territoires inconnus et des voyageurs reviennent avec des descriptions précises et fascinantes. Et parmi eux, il y a évidemment Marco Polo. Son récit, paru en 1298, soit près de 200 ans avant Christophe Colomb, contribue à nourrir l'imaginaire européen sur l'Asie. Il décrit des villes gigantesques, des richesses immenses, des paysages alors inconnus. Et bien sûr, certains passages semblent exagérés ou difficiles à vérifier. Mais cela ne signifie pas que tout est inventé. Au contraire, ces récits représentent souvent une des rares fenêtres ouvertes sur des régions très éloignées. Avant le XVe siècle, les Européens ne vivent donc pas dans un monde vide de connaissances. Ils disposent déjà d'une image relativement riche de la planète. Simplement, cette image comporte encore des zones d'ombre. Et face à ce vide, les êtres humains ont rarement tendance à laisser une page blanche.
Maintenant qu'on a vu que les hommes du Moyen-Âge n'étaient pas perdus dans une ignorance totale, il faut s'attaquer à une autre image extrêmement célèbre, celle des cartes médiévales remplies de monstres, de peuples impossibles et de créatures sorties d'un livre de fantaisie. Parce qu'il faut reconnaître qu'à première vue, certaines représentations ont de quoi surprendre. Alors ouvrons un peu le bestiaire pour voir ce que peuplent les cartes à l'époque. On retrouve des hommes à tête de chien, des peuples aux oreilles si grandes qu'ils pourraient s'en servir comme couverture, des êtres possédant une seule jambe gigantesque qu'ils déploieraient au-dessus d'eux pour se protéger du soleil, des monstres marins gigantesques tapis dans les océans, ou encore, par-dessous tout ça, des êtres avec des yeux en plein milieu du torse, sur des îles mystérieuses apparaissant au milieu des mers. Alors quand on regarde cela avec nos yeux modernes, la conclusion paraît presque automatique. Ils inventaient n'importe quoi. Ils fumaient un peu de la beuh, comme diraient les jeunes. Mais cette idée mérite qu'on s'y attarde quand même un peu. Car ces créatures n'apparaissent pas simplement parce que des cartographes médiévaux auraient décidé un matin de dessiner quelques monstres au hasard pour remplir des espaces vides. Un peu comme ça. D'abord parce qu'une partie de ces êtres fantastiques est beaucoup plus ancienne que le Moyen-Âge lui-même. Pour les retrouver, il faut revenir à l'Antiquité. Dès l'époque grecque et romaine, certains auteurs évoquent déjà des peuples extraordinaires vivant aux marges du monde connu. Parmi eux, un auteur va jouer un rôle majeur, c'est Pline l'Ancien. Dans son immense ouvrage consacré au monde naturel, il rassemble une quantité considérable d'informations, de descriptions, de récits et de témoignages venus de régions éloignées. Son travail mélange des observations sérieuses avec des histoires plus difficiles à vérifier. Il parle par exemple de peuples étranges vivant aux confins de la Terre. On retrouve notamment les cynocéphales, ces fameux hommes à tête de chien, les sciapodes, qui posséderaient une seule jambe gigantesque, ou encore les panothéens, dont les oreilles seraient si longues qu'ils pourraient envelopper leur propre corps avec. Vu d'aujourd'hui, ça paraît un peu absurde, voire même un peu drôle. Mais il faut imaginer les conditions dans lesquelles circulent les informations à l'époque. Supposons qu'un marchand parte plusieurs années en voyage vers des territoires lointains. Il traverse des langues différentes, des cultures encore inconnues et rencontre des animaux qu'il n'avait jamais vus, avant de revenir raconter son expérience dans une ville européenne où pratiquement personne ne pourra vérifier son récit. À chaque étape, l'histoire peut légèrement changer. Une description approximative devient une certitude, un détail est exagéré et une incompréhension culturelle se transforme en fait établi. Un singe, par exemple, observé rapidement, peut devenir une créature étrange. Une coutume inhabituelle peut être déformée. Une description transmise de bouche à oreille peut finir par n'avoir plus grand-chose à voir avec son origine. Après tout, même aujourd'hui, une information répétée suffisamment longtemps peut finir par sembler crédible. Il faut aussi comprendre quelque chose d'essentiel. Pour les hommes médiévaux, le problème n'est pas uniquement de savoir si une information est vraie ou fausse. Le problème est qu'il est souvent impossible de trancher. Lorsque personne autour de vous n'a vu ces régions lointaines, lorsque les témoignages sont rares, lorsqu'aucune photographie n'existe et qu'aucun moyen rapide de communication n'est disponible, l'incertitude devient permanente. Et une zone inconnue pose un problème intellectuel. Les êtres humains supportent assez mal le vide. Nous préférons souvent une hypothèse imparfaite, voire carrément fausse, à une absence complète d'explication. Et c'est probablement l'un des points les plus importants de cet épisode. Peupler l'inconnu n'est pas forcément un signe d'irrationalité. C'est parfois une manière rationnelle d'organiser ce que l'on ne comprend pas encore. Parce qu'une carte n'est pas seulement une photographie du réel, c'est aussi une tentative de rendre le monde cohérent. Et cela ne concerne pas uniquement les peuples fantastiques. Prenons le cas des océans. Pendant longtemps, les mers restent difficiles à explorer. Les distances sont immenses, les voyages dangereux et certaines zones demeurent très mal connues. Alors, sur certaines cartes, des îles apparaissent dans des régions encore largement mystérieuses. Certaines existent réellement, comme le cas de Ceylan, du Sri Lanka, qui est commune à toutes les cartes, mais d'autres non, comme dans l'océan Indien, qui est peuplé d'une myriade d'îles dans pas mal de cartes du XIVe siècle. L'un des exemples les plus célèbres est sans doute celui de l'île de Saint-Brendan. Selon une tradition médiévale, un moine irlandais nommé Brendan aurait entrepris un voyage extraordinaire vers une terre paradisiaque, perdue au milieu de l'océan Atlantique cette fois. Au fil du temps, cette histoire prend une telle importance que l'île commence à apparaître sur certaines cartes. Et elle va y rester longtemps, très longtemps, si bien que des explorateurs vont même tenter de la retrouver.
Alors ça nous fait sourire en voyant ça aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, l'Atlantique est encore largement inconnu. Entre l'Europe et ce qui deviendra plus tard l'Amérique, il existe un immense espace presque vide dans les connaissances européennes, si bien qu'on l'appelle Mare Tenebrum, la mer des ténèbres. Et le vide, il attire les hypothèses. Une autre île célèbre apparaît sur certaines cartes médiévales, Antilia. Parfois appelée l'île des sept cités, elle est supposée exister quelque part dans l'Atlantique. Selon certaines légendes, des évêques auraient fui des invasions pour y fonder des cités plutôt prospères. Elle aussi apparaît sur plusieurs représentations cartographiques tout au long du XVe siècle. Et encore une fois, l'objectif n'est pas nécessairement d'inventer des histoires absurdes. Ces îles fonctionnent parfois comme des possibilités plausibles. Des terres qui existent déjà dans l'Atlantique, les Açores, Madère ou les Canaries sont des îles connues progressivement. Alors pourquoi n'y aurait-il pas d'autres terres plus loin ? L'hypothèse n'a rien de totalement délirant à l'époque. Et lorsqu'on regarde certaines cartes précises, cette logique devient encore plus visible. C'est le cas de la célèbre Hereford Mappa Mundi. Cette immense carte anglaise du XIIIe siècle rassemble géographie, récits bibliques, savoir antique et descriptions de peuples extraordinaires. Aux marges du monde connu apparaissent justement ces créatures étranges. Mais elles ne sont pas là simplement pour effrayer. Elles servent aussi à signaler les limites de la connaissance humaine. C'est simple, plus on s'éloigne du centre familier, plus le monde devient incertain. L'étrange commence là où s'arrête le connu. Et finalement, ce fonctionnement n'est pas si éloigné du nôtre. Lorsque nous manquons d'informations, nous faisons aussi des suppositions. Nous imaginons ce qui pourrait exister au fond des océans, sur des planètes lointaines ou dans les régions encore mal comprises de notre univers. Nous remplissons aussi les espaces blancs, simplement, nos monstres ont changé de forme. Bon, après avoir vu que les Européens médiévaux possédaient déjà une partie importante des connaissances géographiques, puis que les créatures fantastiques et les terres imaginaires répondaient souvent à une logique bien plus complexe qu'une simple ignorance, il reste une dernière idée reçue à déconstruire. Celle qui consiste à penser qu'une carte aurait toujours eu pour objectif de représenter fidèlement le réel. Aujourd'hui, cela nous paraît presque évident. Lorsque nous ouvrons une application de navigation sur notre téléphone, nous attendons une précision presque parfaite. Une route doit être exactement à sa place, une ville doit apparaître au bon endroit, et une erreur de quelques centaines de mètres peut déjà sembler importante. Mais pendant une grande partie de l'histoire, une carte ne sert pas seulement à répondre à une question géographique, elle sert aussi à répondre à une question beaucoup plus vaste. Comment comprenons-nous le monde dans lequel nous vivons ? Et considérer ça change tout, parce qu'une carte est toujours une sélection. Celui qui la dessine choisit ce qu'il décide de montrer, ce qu'il décide d'ignorer et ce qu'il place au centre, ainsi que ce qu'il relègue aux marges. En réalité, une carte nous parle autant de celui qui la dessine que du monde qu'elle représente. Pour comprendre cela, il faut regarder l'un des modèles les plus célèbres et courants au Moyen-Âge, les cartes dites en théo. À première vue, elles paraissent étonnamment simples. Imaginez un cercle représentant le monde connu. À l'intérieur, une forme ressemblant à un T partage cet espace en trois parties. L'Asie en haut, l'Europe en bas à gauche et l'Afrique en bas à droite. Le cercle extérieur représente l'océan, qui entoure l'ensemble du monde connu. Avec nos yeux modernes, on pourrait presque avoir l'impression qu'il s'agit d'un dessin d'enfant. On pourrait se dire, voilà la preuve que les cartes médiévales étaient mauvaises, qu'ils sont des nuls. Mais ce serait passé complètement à côté de leur fonction. Car ces cartes ne cherchent pas principalement à guider un voyageur ou un marin. Pour ça, on a ce qu'on appelle les portulans, c'est-à-dire des cartes qui représentent les différents ports qui existent et les distances entre chacun. Les cartes en théo cherchent à représenter une organisation du monde. Le fameux T n'est pas dessiné par hasard, il correspond à plusieurs éléments géographiques réels, la Méditerranée, le Nil et parfois le Don, un fleuve d'Europe orientale. Mais surtout, cette représentation possède une dimension symbolique très importante. Dans de nombreuses cartes médiévales, l'Orient se trouve en haut. C'est pour ça que l'Asie se trouve en haut. Cela peut sembler étrange puisque aujourd'hui nous avons pris l'habitude de placer le Nord au sommet de nos cartes. Pourtant, rien n'impose naturellement cette convention. Le Nord n'est pas intrinsèquement le haut du monde. Nous avons simplement fini par l'adopter progressivement. Au Moyen-Âge, c'est l'Est qui possède souvent une importance particulière. C'est la direction du lever du soleil. C'est aussi la direction associée à plusieurs références religieuses fondamentales dans le christianisme. D'ailleurs, le mot orientation vient précisément de cette idée.
Orienter une carte, c'est littéralement la tourner vers l'Orient, donc vers l'Est. Et ce n'est pas tout. Sur certaines représentations médiévales, une ville occupe une place particulière. Je parle bien sûr de Jérusalem. Elle apparaît régulièrement au centre du monde. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une erreur géographique, au sens où nous l'entendrions aujourd'hui. Personne n'a mesuré les distances, puis conclut objectivement que Jérusalem se situe au milieu exact des continents. La logique est toute différente. Jérusalem occupe une position centrale parce qu'elle représente un centre spirituel, religieux et symbolique. Le message transmis par ces cartes est donc clair. Le monde n'est pas seulement organisé selon des critères physiques, il possède aussi une organisation morale et religieuse. À travers ces cartes, on ne montre pas simplement où se trouvent les lieux, on montre comment ils s'inscrivent dans une vision globale de l'univers. Prenons un exemple particulièrement célèbre, la grande map monde de Hereford, dont on a parlé un peu plus tôt. Si on la regarde avec les attentes d'un utilisateur moderne de GPS comme nous, on risque d'être un peu déconcerté. Les proportions semblent étranges, certaines distances paraissent approximatives, des épisodes bibliques cohabitent avec des peuples fantastiques et des lieux historiques, qui existent bel et bien. Pourtant, cette carte n'est pas du tout, mais alors pas du tout un échec. Elle accomplit exactement sa mission. Elle rassemble l'histoire humaine, la géographie, la religion, les connaissances héritées de l'Antiquité et les traditions médiévales dans une seule représentation cohérente. Le monde n'est pas présenté comme une simple surface à mesurer, il devient une histoire à raconter. Et c'est précisément ici qu'une autre transformation importante commence à apparaître. Parce qu'au fil des siècles, certaines personnes ont besoin d'autre chose. Les marchands veulent transporter leurs marchandises plus efficacement. Les marins doivent traverser des espaces de plus en plus vastes, et les navigateurs cherchent à réduire leurs risques pendant leur voyage. Dans ce contexte, apparaissent progressivement des cartes dont je vous ai parlé plus tôt, les portulans. Ces cartes maritimes, qui se développent surtout à partir du XIIIe siècle, changent considérablement l'approche cartographique. Cette fois, l'objectif est pratique. Les côtes sont dessinées avec beaucoup plus de précision. Les ports deviennent essentiels et des réseaux de lignes indiquent les directions de navigation. Ce qui importe ici n'est plus de représenter l'ordre du monde chrétien ou de représenter symboliquement l'univers. Ce qui importe, c'est de savoir où aller. Et pour montrer que c'est pratico-pratique, ces portulans ont une caractéristique assez particulière, c'est qu'ils ne représentent que les ports. C'est-à-dire qu'ils ne représentent pas les villes à l'intérieur, ou très peu de villes. Une erreur n'est plus simplement une question intellectuelle. Elle peut devenir une catastrophe concrète. On pourrait presque dire qu'à partir de ce moment-là, deux logiques commencent à coexister. On a d'un côté des cartes qui donnent un sens au monde, de l'autre des cartes qui cherchent à s'y déplacer efficacement. Et cette évolution annonce déjà quelque chose de plus important. Car lorsque les grandes explorations maritimes s'intensifient à la fin du XVe siècle, les besoins changent brutalement. Les territoires connus s'étendent, les anciens modèles deviennent insuffisants et de nouvelles terres apparaissent, de nouvelles routes s'ouvrent et de nouvelles questions émergent. Bref, le monde du XVe siècle commence à changer. Finalement, mes histo-curieuses et mes histo-curieux, lorsqu'on regarde ces cartes anciennes avec nos yeux modernes, on pourrait facilement tomber dans un piège, celui de les considérer comme des erreurs en attente d'être corrigées, comme une étape maladroite avant l'arrivée des vraies cartes, entre guillemets, celles qui seraient enfin devenues précises, rationnelles et objectives. Mais ce serait probablement une mauvaise manière de les lire, parce que le monde d'avant le XVe siècle n'était pas un monde plongé dans l'obscurité. Ce n'était pas une planète à moitié vide, où les hommes auraient avancé à tâtons au milieu de leurs peurs et de leurs suggestions. Les savants connaissaient déjà l'existence d'une terre sphérique, les voyageurs parcouraient des milliers de kilomètres, les marchands traversaient mers et continents, et les connaissances circulaient d'un bout à l'autre de l'Eurasie. Simplement, certaines régions restaient encore difficiles à connaître. Et face à ces espaces incertains, les hommes faisaient ce que nous faisons tous, à notre manière. Ils essayent de donner un sens à ce qu'ils ne comprenaient pas encore totalement. Les récits anciens se mélangeaient aux observations, les témoignages se transformaient parfois en légendes, et les cartes devenaient autre chose qu'un simple outil géographique. Elles racontaient aussi une manière d'habiter le monde. Car une carte n'est jamais une simple photographie. Elle montre autant des paysages, des frontières ou des océans qu'elle révèle les croyances, les valeurs et les priorités de celles qui l'ont dessinée. Lorsque Jérusalem se retrouve au centre du map-monde médiéval, ou que des créatures étranges apparaissent aux confins des terres connues, ce n'est pas forcément parce que les hommes se trompent complètement,
c'est aussi parce qu'ils cherchent à organiser l'univers qui les entoure. Et puis, arrive 1492. Pendant longtemps, on a présenté cette date comme le moment où l'Europe serait soudainement sortie de l'ignorance pour découvrir la réalité du monde. Pourtant, ce qui se produit est peut-être plus déstabilisant encore, car Christophe Colomb ne trouve pas seulement une nouvelle route, il a agrandi brutalement les limites du monde alors connu. Et paradoxalement, au moment où les cartes commencent à devenir plus précises, le monde devient aussi beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe, et peut-être plus mystérieux qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Je vous remercie de votre fidélité, et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Contrôle H. Ciao ciao!